Bienvenue à tous dans ce nouveau webinar. Alors, c'est l'avant-dernier webinar de la saison. Là, je fais un petit rappel sur le prochain webinar, donc qui sera la semaine prochaine, qui sera le dernier, mardi prochain à 11h30 toujours, qui concernera l'évaluation des enseignements. Donc, un vrai sujet dans les écoles qui revient de plus en plus de notre côté. Donc, c'est l'évaluation des enseignements par les étudiants. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir le consulter. Et aujourd'hui, on va parler de coévaluation. Je vais un petit peu expliquer ce que c'est. On verra différentes façons d'aborder ce système d'évaluation, les intérêts, les bénéfices de cette pédagogie. Je vous montrerai quelques cas d'usage, la façon dont les enseignants, dont les écoles ont utilisé ce système-là sur notre plateforme. Et après, pour terminer, pour ceux qui souhaitent rester, je ferai vraiment une petite présentation de la plateforme, donc sur Challenge Me, comment créer ce type d'évaluation. Pour démarrer, bah, rapidement, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Florent, je suis coach à Challenge Me. On travaille avec la plupart des établissements supérieurs, donc que ce soit des universités, des écoles de commerce, des hautes écoles, etc. On est intégré directement aux outils de ces écoles pour faciliter l'utilisation, que ce soit côté enseignant ou côté étudiant. Donc, on est intégré aux outils, donc, comme je disais, type Moodle, Blackboard, Brightspace, etc. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet et parler donc de la coévaluation. Je vous ai détaillé un petit peu ce qu'on allait voir. Donc, je vais faire une rapide définition de la coévaluation, des bénéfices côté étudiant et enseignant. Comment on va mettre en place ce type d'activité, les formats. Je vous ai préparé 3-4 petits formats sympathiques. Évidemment, il en existe beaucoup d'autres, mais j'ai pris les formats les plus intéressants et les plus parlants, on va dire. Après, une petite définition sur l'intérêt de Challenge Me en fait, dans l'utilisation de ce type d'évaluation. Et pour terminer, comme je le disais, je vais directement aller sur la plateforme Challenge Me et créer un challenge pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc la coévaluation, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, enfin ce que nous on appelle coévaluation, c'est tout simplement une méthode d'évaluation qui va impliquer plusieurs profils de correcteurs, donc que ça soit des étudiants, des enseignants, des intervenants externes, des personnes qui viennent du monde professionnel, etc. On peut même imaginer des personnes qui sont étudiants mais d'un niveau supérieur, etc., qui viendraient évaluer. Et en fait, la coévaluation, c'est de l'évaluation par les pairs, plus de l'évaluation par un autre type de profil de correcteur. Donc, ça va permettre évidemment d'enrichir la diversité des retours, d'apporter des feedbacks complémentaires. Voilà. Et donc, rapidement, pour les bénéfices, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre ce type d'évaluation, donc la coévaluation, en place vraiment avec tout type d'évaluation que l'on souhaite évaluer des productions de groupes ou d'étudiants, donc type CV, vidéo, PowerPoint, poster, etc., ou même des présentations en classe directement. Lorsqu'on souhaite que des groupes ou des étudiants présentent un travail en classe, on peut tout à fait mettre en place de la coévaluation. Vous verrez dans les scénarios que je vous proposerai tout à l'heure, ça marche très très bien. Donc, ça va permettre d'offrir des feedbacks provenant de différents profils, des feedbacks un petit peu plus professionnels, on va dire, côté enseignant ou côté intervenant externe, et des feedbacks un petit peu plus classiques dans le sens, les étudiants vont parler le même langage en fait entre eux quand ils vont se donner des feedbacks. Donc, on va avoir vraiment différents types de feedbacks qui vont servir, chacun à leur façon, qui vont servir aux étudiants à améliorer leurs travaux par la suite. Ça va permettre de croiser les perspectives, justement, pour avoir une évaluation plus riche et nuancée. Donc, justement, ne pas avoir que ce côté enseignant qui donne un feedback aussi, pour avoir peut-être des feedbacks complètement différents sur la façon dont on perçut le travail par les étudiants. Ça va faciliter justement les évaluations pour les enseignants, parce qu'on peut imaginer, en fait, on fait évaluer une multitude de travaux par des étudiants et par plusieurs enseignants. Donc comme ça, au moins, on peut diversifier les méthodes et en plus avoir directement moins de charge de travail pour un enseignant, parce que lui n'aura pas évalué l'ensemble de la cohorte qu'il a l'habitude d'évaluer, mais ça pourrait être évalué par plusieurs profils.
des étudiants, d'autres enseignants, etc. Donc c'est assez intéressant. Et ça permet donc l'échange de feedback parce que les étudiants viendront recevoir des feedbacks et on sait qu'ils ont l'habitude, une fois qu'ils ont reçu des feedbacks, de venir un petit peu discuter avec leurs camarades sur leur ressenti, quel feedback ils ont reçu, voire même de venir discuter avec l'enseignant pour lui demander un petit peu plus de détails sur les feedbacks qu'ils ont reçus, etc. Donc ça favorise les échanges. Ça va vous permettre aussi d'affiner un petit peu la notation, hein, comme je disais. Si on a plusieurs profils de correcteurs, on va avoir une notation qui va être la plus juste possible. C'est pas juste une personne, un enseignant qui va évaluer. Le fait d'avoir plusieurs profils de correcteurs, voilà, ça va donner une note un petit peu plus fine. Toute cette méthodologie en fait de coévaluation va préserver surtout les bénéfices de l'évaluation par les pairs. Donc les bénéfices de l'évaluation par les pairs, c'est le renforcement de l'esprit critique, la responsabilisation des apprenants, le gain de temps pour l'enseignant, etc. Donc voilà un petit peu tous les bénéfices. Alors, il y en a pas mal d'autres, on verra sur les scénarios tout ce que ça peut apporter, mais voilà un petit peu les principaux bénéfices pour ce type de pédagogie, donc qui est la coévaluation. On va regarder un petit peu les points clés, ce qu'il faut vérifier avant de mettre en place ce type d'activité, à quoi on doit penser un petit peu lorsqu'on veut mettre en place ce type d'activité. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, donc je vais peut-être tousser parfois, j'en suis désolé. Donc un petit peu pour ces points clés, pour les choses un petit peu à regarder, les points à vérifier, va falloir du coup planifier les périodes de dépôt des travaux, donc à quel moment les étudiants vont devoir déposer leurs travaux ou présenter leur travail, mais surtout à quel moment vous allez définir les périodes d'évaluation. Donc, il y aura des périodes d'évaluation pour les étudiants entre eux, donc pour l'évaluation par les pairs, mais des périodes d'évaluation aussi pour les enseignants, intervenants externes, etc. Et vous pouvez tout à fait dissocier les dates d'évaluation. Donc, on peut imaginer avoir un temps assez restreint pour l'évaluation par les pairs. Imaginons que je dois déposer un travail et ensuite je dois évaluer mes camarades en tant qu'étudiant et je vais avoir, par exemple, 2, 3 jours pour évaluer mes camarades. Eh bien, on peut définir pour l'enseignant, lui, une période beaucoup plus longue pour venir évaluer les travaux de ses étudiants. Donc, il faudra penser à ça, à quel moment je veux que les étudiants s'évaluent et à quel moment je veux que les enseignants puissent évaluer les étudiants. Est-ce qu'ils ont une période similaire? Est-ce qu'ils ont un temps beaucoup plus long, etc. Donc, vous verrez quand je vais vous présenter peut-être sur la plateforme après, tout à l'heure, si vous restez, comment on peut gérer ça. Et ça peut être bien pratique. On sait que voilà, les enseignants, ils ont plein de choses à faire, donc on peut certainement laisser plus de temps aux enseignants. Mais voilà, on peut commencer à y réfléchir dès la conception, on va dire, de l'activité. Ensuite, point clé, la grille de critères. La grille de critères, comme je l'ai écrit, elle peut être commune. Donc, les enseignants et les étudiants viendront évaluer sur la même grille de critères. Donc, là, au moins, c'est clair, c'est la même grille pour tout le monde. Ou on peut avoir une grille de critères complètement différente pour l'étudiant et pour l'enseignant. En fait, on va peut-être préparer une grille de critères un petit peu classique, un petit peu facile, premier niveau pour les étudiants, et quelque chose d'un petit peu plus complexe, détaillé pour l'enseignant, pour venir évaluer. Et ça a un impact derrière sur le point suivant, qui est la définition de la pondération des évaluations entre enseignants et étudiants. Voilà, si on définit des critères un petit peu plus détaillés, on va peut-être donner plus de poids à l'enseignant dans l'évaluation de l'enseignant, dans le calcul de la note, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose à réfléchir si vous souhaitez vraiment une grille de critères commune ou différente selon les profils d'évaluateurs. Pour la définition de la pondération des évaluations, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi tout le temps. Est-ce qu'on fait du 50-50? Donc l'étudiant et l'enseignant ont le même poids dans l'évaluation, dans le calcul de la note qui est réalisé, ou on donne un peu plus de poids, bon, généralement à l'enseignant par rapport à ses étudiants. Voilà, parce que si on veut que ça soit juste un travail un petit peu sur la façon de donner un feedback, etc., ben, on peut mettre un poids très faible pour l'étudiant, 10% de la note, comme ça compte quand même, sa note compte quand même, il a vraiment le,
il sait que sa note, enfin son feedback a compté dans l'évaluation qu'il a donnée, donc ça lui donne un petit peu plus d'intérêt. Et d'un autre côté, on peut mettre un poids voilà, assez important dans l'évaluation des enseignants. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut définir un petit peu en amont parce qu'en fait, c'est des choses c'est des éléments faudra communiquer aux étudiants en amont pour leur dire, ben voilà, vous allez devoir réaliser une évaluation par les pairs. L'enseignant aussi va évaluer et voici comment sera calculée la note, etc. Donc c'est bien de le préparer en amont pour pouvoir le communiquer. Et donc dans cette idée de communiquer aux étudiants, donc il va falloir aussi partager cette fameuse grille de critères et expliquer la grille de critères aux étudiants. L'idée, c'est pas de les jeter un petit peu comme ça. Bon, ben voilà, vous avez réalisé un travail et maintenant, il va falloir évaluer. C'est bien de les préparer à une évaluation. Ils ne sont pas tous forcément rodés à cet exercice, surtout sur des premières années. Donc, l'idée, voilà, on conseille fortement de partager, d'expliquer la grille de critères. Éventuellement, même s'il y a une double grille de critères entre les étudiants et les enseignants, pourquoi pas leur expliquer les deux grilles et les différences, pourquoi les étudiants vont devoir évaluer sur tel critère et pourquoi les enseignants évaluent sur tel critère, etc. Donc, partager vraiment toutes ces informations aux étudiants, c'est assez important. Vous allez pouvoir définir aussi des options d'affichage. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'y pense pas forcément quand on lance ce type d'activité. Mais en fait, c'est important, c'est qu'est-ce que je vais permettre de voir, qu'est-ce que les étudiants vont pouvoir récolter en phase de résultat. Donc, est-ce qu'on leur laisse la possibilité de voir les feedbacks qu'ils ont reçus de la part de leur père? Est-ce qu'on leur laisse la possibilité de voir les notes qu'ils ont reçues de la part de leur père? Est-ce qu'on leur laisse la possibilité de voir uniquement les feedbacks et les notes de l'enseignant? Est-ce qu'on leur permet de voir uniquement la note qu'ils ont reçue de l'enseignant et les feedbacks de leur père? Enfin, vous pouvez mixer toutes ces informations pour définir ce que vous souhaitez afficher à vos étudiants. Donc voilà, parfois on va dire, bon, ben, l'exercice de feedback a été intéressant pour les étudiants, donc je leur permets de voir les feedbacks qui se sont donnés entre eux. Par contre, la note, je vais la masquer, elle n'est pas forcément importante, elle va compter peut-être pour 10%, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils vont devoir avoir conscience. Donc, je n'affiche pas la note qui se sont données. Comme ça, ils se focalisent uniquement sur les feedbacks. Et de notre côté, les évaluations données par l'enseignant. Et là, on se dit, bon, ben là, je veux qu'ils puissent consulter la note de l'enseignant, le feedback de l'enseignant pour progresser, etc. Donc voilà, vous allez pouvoir définir pas mal de petites options d'affichage assez finement, mais il faut y penser dès le début. Comme ça, vous savez vraiment ce que vous souhaitez faire et ce que vous allez définir lorsque vous allez créer votre activité. Euh, Toujours dans l'intérêt de donner du feedback pour les étudiants, ben, l'intérêt, c'est aussi de les former sur la façon dont on donne un feedback pour que le feedback soit d'une part bienveillant, évidemment, mais surtout utile. On voit un petit peu trop souvent des feedbacks du type très bon travail. Alors c'est super, ça fait plaisir, mais c'est pas forcément très utile. Donc l'idée, voilà, c'est de former un petit peu les étudiants. Nous, on fournit des guides pour ça, donc n'hésitez pas à nous contacter, à échanger avec nous, parce qu'on a pas mal de petits guides là-dessus. C'est une question qui revient souvent. Donc on a des guides à ce sujet que vous pouvez prendre tel quel ou modifier pour ensuite distribuer à vos étudiants. Alors soit vous faites une session vraiment, voilà, vous prenez un peu de temps avec vos étudiants pour expliquer la façon dont on donne un bon feedback, ou vous leur distribuez directement les ressources que nous avons. Et après, toujours, bah, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié à la coévaluation, hein, qui est lié à tout type d'évaluation par les pairs. C'est un petit peu encadrer l'évaluation pour s'assurer que tout se passe bien, que le respect des consignes est bien effectué, etc. Mais ça, c'est un petit peu du bon sens. Je suppose tout le monde le fait. On ne laisse pas comme ça les étudiants s'évaluer sans faire un petit peu attention à tout à tout ce qui se passe et voir si tout se déroule bien. Donc voilà un petit peu les points clés hein, pour ce type d'évaluation. Je vais vous présenter maintenant différents scénarios, donc du plus classique, on va dire, au plus complexe. Vous verrez que le dernier scénario est un scénario assez intéressant, un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc, comme je disais, le scénario le plus classique, donc c'est celui un petit peu que j'ai présenté, hein, donc lorsque j'ai fait la définition de l'évaluation, de la coévaluation, pardon, ben, c'est les étudiants qui déposent un travail et sont ensuite évalués tout simplement par différents profils de correcteurs. Donc, on peut imaginer quelque chose de très simple. Les étudiants déposent leurs travaux dans une première étape et ensuite les étudiants vont s'évaluer les uns les autres, donc vont évaluer les travaux de leur père
Et dans une deuxième phase, les évaluations vont être réalisées par les enseignants. Et à la fin, on affiche les résultats en définissant ce qu'on souhaite afficher aux étudiants. Donc voilà, ça, je vais pas revenir sur les bénéfices parce que c'est un petit peu tout ce qu'on a vu, hein. Ça va apporter des feedbacks variés, etc. Ce qui peut être intéressant, c'est sur la phase de résultat, ben, d'avoir bien géré ces pondérations parce que vous pouvez gérer tout ce système de pondération sur la plateforme ChallengeMe. Donc ça va faciliter la gestion, le calcul des scores à la fin directement. Vous n'aurez pas à forcément utiliser un fichier Excel pour aller dire, bon, ben voilà, j'ai donné telle note à tel étudiant, les étudiants, ils ont reçu telle note entre eux, donc ça fait telle note. Voilà, le système s'occupe de tout. On a tout un système de pondération qui peut être mis en place, je vous le présenterai tout à l'heure. Donc ça facilite un petit peu toute cette gestion de calcul de notes. Donc ça, le format classique. Vous voyez qu'en un petit peu grisé, j'ai rajouté une phase. On peut imaginer tout à fait ajouter autant de phases d'évaluation en incluant autant de profils de correcteurs que l'on souhaite. Et pourquoi on crée des phases d'évaluation différentes, séparées? Ben, c'est pour avoir, ben, pourquoi pas, des dates différentes d'évaluation, des critères différents, etc. Donc le fait d'avoir des dates, vraiment des phases d'évaluation distinctes, nous permet de gérer, vous verrez sur la plateforme, tout plein de paramètres de façon distincte. Donc ça, c'est le format un petit peu classique, hein, directement. Le format aussi classique, mais côté présentation en classe, en fait. Donc là, ben, c'est les étudiants qui vont venir en groupe ou individuellement présenter leurs travaux au tableau, si je puis dire, hein, directement. Et là, on va utiliser l'évaluation par les pairs pour un petit peu maintenir l'attention de ces étudiants. Ça, c'est une problématique qui arrive, qui est liée à la présentation en classe. Le groupe qui présente ben, fournit son travail, sa présentation, et les spectateurs ben, un petit peu vaquent à leurs occupations, sont pas forcément très intéressés par la présentation des autres groupes et du coup ils perdent un petit peu le fil et ils font autre chose. Avec l'évaluation par les pairs, on va permettre de maintenir l'attention sur ce type d'évaluation. Donc ils vont devoir évaluer leurs camarades, les groupes qui sont en train de passer, mais dans un deuxième temps, enfin ou en même temps, l'enseignant lui aussi peut venir sur la plateforme pour évaluer le groupe qui passe. Donc là, on va utiliser un petit peu voilà, l'attention, on va utiliser l'évaluation par les pairs pour maintenir l'attention de la présentation classe. Comme je disais tout à l'heure, on peut toujours garder un petit peu leurs évaluations pour faire le calcul de la note et que les évaluations comptent, mais on peut complètement dire, bah non, leur note ne compte pas, c'est juste un exercice pour maintenir l'attention, pour éventuellement aussi donner du feedback au groupe qui est en train de présenter, mais l'objectif principal, c'est maintenir l'attention des participants qui ne présentent pas, et lui, l'enseignant, va venir évaluer en fournissant la note qui sera donnée au groupe qui est en train de présenter. Donc là, on va vraiment utiliser l'intérêt de l'évaluation par les pairs et l'intérêt de l'évaluation par l'enseignant pour deux objectifs complètement distincts pour ce type de travaux à présenter. On va regarder un petit peu un autre cas d'usage qui peut être intéressant. Donc là, on va voir que c'est complètement différent. On va demander à l'enseignant de faire un travail vraiment différent de pas ce qu'il a l'habitude de faire, mais il ne va pas évaluer les travaux, il va évaluer les feedbacks des étudiants. Donc là, ça va se passer du coup, en quatre étapes. On va demander toujours aux étudiants de déposer un travail sur la plateforme. Dans un deuxième temps, aux étudiants entre eux de s'évaluer. Donc, ils vont se donner des feedbacks, etc. Donc là, vraiment, on va axer les consignes, les critères pour que ça génère du feedback, en fait. Donc, on va vraiment préparer les étudiants à donner des feedbacks de qualité. Et l'enseignant, lui, son objectif va venir évaluer les feedbacks de ses étudiants. Il va pas du tout évaluer le travail des étudiants, il va vraiment venir évaluer les feedbacks qui ont été donnés par les étudiants. Et il peut se servir de la note du feedback pour pondérer la note du travail, en fait, directement. Donc on va vraiment avoir une note donnée par les pairs sur le travail et une note donnée par l'enseignant sur les feedbacks. Donc on aura deux notes et on va pouvoir justement jouer avec ces pondérations pour dire, bah voilà, tu as eu 15 sur 20 sur ton travail, mais par contre, les feedbacks que tu as donnés ne sont pas très qualitatifs, tu n'as pas joué le jeu sur la phase d'évaluation des feedbacks, du coup, bah, tu as eu un
10 sur 20, et du coup, bah, ta note n'est plus à 15, mais à 12,5, si on imagine que c'est du 50-50. Voilà, donc ça va permettre un retour individualisé sur la qualité du travail d'une évaluation par l'étudiant. Donc ça, c'est un cas d'usage assez intéressant où vraiment l'enseignant, lui, ne se focalise plus du tout sur le travail réalisé, mais uniquement sur les évaluations qui ont été données par les étudiants. Donc là, pareil, il faut préparer les étudiants et bien leur signifier que le travail déposé sur la plateforme est important, le travail à réaliser est important, mais les évaluations qu'ils vont réaliser le sont tout autant parce que c'est aussi ça qui viendra être évalué par l'enseignant. Et je vais vous montrer du coup le dernier cas d'usage qui est un petit peu plus complexe, donc je vais vous le détailler. Bah, d'ailleurs, si vous avez des questions directement dessus, n'hésitez pas. S'il y avait des choses que vous comprendriez pas, n'hésitez pas à poser une question. Et donc là, on va imaginer qu'on est lors d'un événement, donc type hackathon, business game, etc. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour but final, élire un top 10. Et ce top 10 pourra être évalué par les étudiants et un jury. Imaginons qu'on ait une cinquantaine de groupes. Ça peut être compliqué pour le jury d'évaluer, surtout généralement ce type d'événement, c'est sur 2, 3 jours maximum. Donc ça peut être compliqué d'évaluer une cinquantaine de projets. Et là, l'idée, c'est qu'on utilise la coévaluation en deux temps pour d'abord faire de l'évaluation par les pairs et élire un top 10. Et ensuite, c'est ce top 10 qui sera évalué par le jury. Et en plus, on peut quand même toujours inclure les étudiants dans cette évaluation du top 10. Donc, pour représenter la première partie de cette étape ici en haut, donc on a le, le- le dépôt des travaux qui est fait par les groupes. Ensuite, les étudiants de façon individuelle viendraient évaluer les autres projets, viendraient en même temps évaluer les membres de leur groupe. Ensuite, il y aurait une petite phase de restitution des résultats pour que les étudiants consultent un petit peu les évaluations qu'ils ont reçues, que ce soit sur leurs travaux, mais aussi de la part des membres de leur groupe, pour ajuster leurs travaux. On aurait une deuxième itération du dépôt de travaux, soit sur un autre sujet, soit sur le même sujet, en se servant des feedbacks pour fournir une deuxième version d'un travail un petit peu plus avancé, un petit peu plus complété avec tous les retours qu'on a reçus. Donc généralement, ça se fait sur des périodes très courtes, hein, c'est des demi-journées, etc. Donc on peut imaginer une première phase sur une demi-journée et la deuxième phase de dépôt de travaux sur la deuxième demi-journée. Et là, en fait, ils viendront donc déposer cette version améliorée de leur travail. Ils auraient encore des retours sur leurs travaux, ils évalueraient encore les travaux des autres groupes. Et pour terminer, chaque étudiant, chaque groupe recevra un petit peu les résultats de l'ensemble de ces évaluations et automatiquement, ben, un top 10 serait élu via les notes qui ont été données sur tout ce premier parcours. Et une fois qu'on a le top 10, on viendrait l'inscrire dans une nouvelle phase pour qu'il soit évalué par les étudiants. Donc, si on a 50 groupes, ben, chaque étudiant de ces 50 groupes viendrait évaluer, par exemple, un pitch. Imaginons que c'est un pitch qui soit présenté dans cette dernière étape. Donc, chaque personne chaque groupe du top 10 viendrait présenter son travail. Et ben, tous les étudiants viendront pouvoir évaluer ces pitchs et le jury viendrait justement évaluer ce top 10 directement. Donc, et à la fin, ça ferait une restitution finale avec les résultats et on pourrait avoir non pas un top 10, mais un top 3 qui aura été évalué par les étudiants, mais aussi par le jury final. Et avec la pondération, on va pouvoir accorder un poids plus important au jury sans délaisser un petit peu quand même les évaluations qui ont été réalisées par les étudiants. Donc pour ce type d'événement, en fait, ça peut être intéressant de mettre en place parce que du coup, comme je disais, on va avoir de l'évaluation itérative. Donc une première version, je reçois des retours, je fournis une deuxième version améliorée. Je reçois aussi des feedbacks de la part des membres de mon groupe, donc ça va améliorer la dynamique de groupe. S'il y a des choses qui ne se sont pas très bien passées, eh ben, je vais pouvoir en faire part à mes camarades pour améliorer tout ça. Donc le groupe travaille mieux, donc ça, bah, c'est l'intérêt de l'évaluation par les pairs, vraiment. Ça va impliquer un petit peu plus les étudiants ben, dans la sélection des meilleures productions. Il va avoir l'impression vraiment chaque vote, entre guillemets, compte parce que ça va élire le top 10.
On pourra avoir des critères, comme je disais, partagés ou entre le jury sur la phase finale, entre le jury et les étudiants, des critères communs directement, pareil, toujours pour impliquer un petit peu plus les étudiants pour qu'ils aient vraiment l'impression de participer à cet événement autant que le jury. Et ça, quand même, apporte un vrai gain de temps sur la sélection du top 10 pour le jury. Donc, c'est pas par le jury, mais c'est pour le jury. Donc, ça sera une présélection par les pairs et une évaluation finale par le jury. Et ça permet au jury de se focaliser uniquement sur les meilleures productions et de ne pas passer un temps fou à évaluer toutes les productions. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent aller les consulter sur la plateforme, ça, il n'y a pas de problème, mais au moins le top 10, lui, est défini par les étudiants et ça leur, on va dire, un petit peu leur mâche le travail. Voilà, donc ça combine vraiment l'intérêt de l'évaluation par les pairs plus l'intérêt de l'évaluation par des profils plus experts. Rapidement, pourquoi utiliser ChallengeMe pour ce type d'évaluation? Donc, je l'ai indiqué un petit peu. Donc, pour tout ce qui est critères, etc., on a des modèles prédéfinis, on a des collections de critères selon des cas d'usage bien spécifiques, etc., que vous allez pouvoir utiliser directement. Donc, ça évite de réinventer la roue et d'utiliser nos modèles en 3 clics. Vous avez éventuellement, si besoin, la possibilité d'exporter tout ça au format Excel. Vous avez tous les résultats sur la plateforme, mais si vous voulez les consulter offline, on va dire, vous pouvez tout à fait les exporter au format Excel. Donc, il y a un support pour vous accompagner. Donc, on est plusieurs coachs, on va dire, pour vous accompagner dans ce type d'évaluation. Comme je disais aussi, on a des guides qui peuvent être fournis, que ce soit pour les enseignants, pour les étudiants, sur le côté pédagogique, sur la façon dont on donne un bon feedback, etc., sur l'intérêt de l'évaluation par les pairs. On a plein de guides pour vous accompagner là-dessus. Le système fait des relances automatiques, donc ça c'est quelque chose qui est super intéressant parce que ça évite à l'enseignant de venir vérifier si telle ou telle personne a bien participé, si il doit être relancé. Voilà, la plateforme s'occupe de tout. Ça vous libère un petit peu de temps. Le calcul et la pondération de la note, super important dans la coévaluation, j'en ai parlé, hein, vous allez pouvoir définir quel poids vous souhaitez donner à chaque évaluation et c'est le système qui s'occupe de tout pour le calcul. Vous avez la possibilité d'activer aussi un petit assistant IA pour les participants, donc pour aider les étudiants à donner un bon feedback par exemple, ou pour avoir une synthèse des résultats pour les étudiants. Et un petit peu pour les guides, j'en parlais, vous avez pas mal de ressources pédagogiques qui sont disponibles. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Bah, voilà, j'ai passé quasiment la petite demi-heure. Je vais aller sur la plateforme pour vous montrer comment ça se présente. Je pense que j'en ai pour 5-10 minutes pour ceux qui veulent rester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Là, c'est vraiment plutôt un échange où je vais vous présenter un petit peu comment ça se présente sur la plateforme. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre en même temps. Je vais changer, hop, partager mon écran. Je vais mettre ça là. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Tout est OK? Parfait. Oui, oui. Parfait, merci. Du coup, là, je suis sur la plateforme donc Challenge Me. L'idée, c'est que, comme je disais, on est intégré aux outils aux outils des écoles type Moodle, Blackboard, Brightspace, etc. Donc là, l'idée, bah, c'est que vous ayez déjà ajouté une activité Challenge Me dans votre cours et vous avez cliqué dessus pour paramétrer votre challenge et vous tombez sur cette fenêtre, exactement sur cette fenêtre ici, sur la façon dont vous pouvez créer un challenge. Donc, on propose différents modèles de challenge. Pour l'instant, il n'y en a que 5 parce que c'est la plateforme de test que je vous présente là, ici. Tous les nouveaux modèles, etc., arriveront très prochainement. Donc, vous pouvez sélectionner un modèle ou partir de zéro directement sans utiliser de modèle. Et vraiment, vous allez créer votre challenge brique par brique en partant de zéro. Je vous conseille de prendre un modèle parce que généralement, il y a toujours un modèle qui va correspondre à ce que vous souhaitez faire, même si vous avez des modifications à apporter dans les grandes lignes, il devrait y avoir un modèle qui correspond. Donc nous, dans notre session du jour, ce qui va nous intéresser, c'est ce modèle-là, faire évaluer des travaux par les étudiants et par les enseignants. On voit rapidement qu'il se compose ici d'une phase de dépôt par défaut, de 2 phases d'évaluation ici et d'une phase de résultat. On pourra éventuellement ajouter des phases d'évaluation si on veut ajouter des profils de correcteurs. Donc je vais prendre ce modèle-là, je vais cliquer sur Créer.
Et là, je vais avoir les différentes étapes de la création de mon challenge ici directement. Donc là, je suis dans la première étape, les informations générales. Donc je vais pouvoir donner un titre à mon challenge, faire un petit résumé de mon challenge. Donc ce résumé sera aussi envoyé aux étudiants par email lorsque le challenge démarra. Donc c'est bien ici de leur expliquer un petit peu tout ce qu'ils vont devoir faire dans ce challenge. Voilà, c'est les deux informations classiques qu'on vous demande, donc le titre et le résumé. Ensuite, l'étape de planification. C'est ici, je vais pouvoir, je parlais de phases tout à l'heure, donc c'est ici, je vais pouvoir arranger mes fameuses phases. Donc par défaut dans mon modèle, j'ai une phase de dépôt de travaux, une phase d'évaluation par les étudiants, une phase d'évaluation par les enseignants, une phase de résultat. Et je vais pouvoir cliquer ici sur chaque phase pour paramétrer les dates, activer ou pas les notifications. Donc par défaut ici, elles sont activées. Je vais pouvoir paramétrer les dates de mon évaluation par les pairs, de mon évaluation par les enseignants. Donc comme vous le voyez, comme je vous disais, c'est dissocié. Et donc, du coup, je peux laisser beaucoup plus de temps à l'enseignant pour évaluer par rapport aux étudiants. Donc, je vais pouvoir comme ça agencer mes phases comme je le souhaite, avec les dates que je souhaite. Si je souhaite impliquer un nouveau profil de correcteur, pas de souci, je peux cliquer ici sur Ajouter une phase. J'ai différents types de phases. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de l'évaluation de travaux ici ou de présentation en classe et je vais venir cliquer ici. On va me poser deux, trois petites questions sur ce que je souhaitais évaluer ici. Donc, je veux évaluer les travaux qui auront été déposés, à quelle date, je vais définir mes dates et je vais créer. Voilà. Et ici, j'ai ma nouvelle phase d'évaluation de travaux qui peut être par, je ne sais pas, des intervenants externes issus du monde professionnel. Donc voilà, comme ça, je peux ajouter autant de phases que je le souhaite dans mon challenge pour ajouter autant de profils de correcteurs que je le souhaite. Ensuite, sur chacune de ces phases, on va pouvoir ajouter des consignes. Donc là, je suis dans la phase de dépôt de travaux ici, on le voit, et je vais ajouter les consignes, ce que les étudiants doivent réaliser à cette étape. Passer à la phase suivante, donc l'évaluation des travaux par les étudiants. On fournit des consignes par défaut, mais vous pouvez tout à fait mettre vos propres consignes ou ajuster si besoin les consignes par défaut. Vous pouvez éventuellement mettre des consignes pour les enseignants. On n'en a pas renseigné par défaut. On estime que l'enseignant il n'a pas besoin de consignes. Il sait ce qu'il a à faire. Pareil pour la phase de résultat. Vous pouvez éventuellement mettre des petits. Alors, c'est pas des consignes. On a appelé ça le mot de la fin, hein, un petit peu, avec un guide qui leur indique comment interpréter et recevoir un feedback. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait modifier ces consignes. Et comme j'ai ajouté une nouvelle phase, ici, si je le souhaite, je peux aussi tout à fait ajouter mes consignes. Donc là, j'ai fait la planification, j'ai fait les consignes. On va aller voir les participants. Donc là, c'est sur la prochaine étape. Je vais pouvoir gérer mes participants. Donc, quels sont les groupes ici qui vont déposer leurs travaux? Donc, je vais pouvoir les inscrire individuellement, en équipe, si c'est des groupes. Je clique ici. Comme je le disais, on est connecté automatiquement avec les outils de vos cours, enfin avec vos cours et donc les outils je le refais. On est connecté automatiquement avec les outils des écoles, donc automatiquement avec votre cours, et vous allez pouvoir récupérer la liste des groupes et participants de votre cours automatiquement qui s'inscriront ici. Donc, une fois que la liste est inscrite, vous pouvez cocher uniquement les groupes que vous souhaitez ou les participants que vous souhaitez inscrire. Et vous pouvez faire ça sur chacune des phases. Donc ici, je vais inscrire les groupes qui doivent déposer leurs travaux. Ici, je vais pouvoir inscrire individuellement, par exemple, les étudiants qui doivent évaluer. Ici, je vais pouvoir inscrire les enseignants qui doivent évaluer. Et dans ma dernière phase, peut-être éventuellement des intervenants externes qui viendront aussi évaluer. Donc là, c'est toute la partie participants. Ensuite, on va avoir la fameuse phase des critères d'évaluation. Donc là, j'ai trois phases d'évaluation, la phase d'évaluation par les pairs, la phase d'évaluation par les enseignants et ma nouvelle phase d'évaluation de travaux que j'ai créée tout à l'heure. Et dans chacune de ces phases, je vais pouvoir ajouter mes fameux critères d'évaluation. Donc c'est ce que je disais, ils peuvent être communs, hein. On peut avoir trois fois la même grille. Si je crée ici ma grille pour les étudiants, je peux tout à fait ici reprendre exactement les mêmes critères d'une phase précédente. Donc si je cliquerai ici, je verrai tous les critères que j'ai déjà créés sur une phase précédente. Je peux créer tout à fait des nouveaux critères, utiliser les critères prédéfinis de Challenge Me ou utiliser une collection de critères. Donc une collection de critères, c'est un pack de critères de 5, 6 critères déjà créés par Challenge Me qui va correspondre vraiment à un cas d'usage spécifique. Donc comme ça, voilà, je peux gérer mes critères sur chacune des phases de façon indépendante. Et pour terminer, je vais définir quelques options sur chacune de ces phases. Donc sur une phase de dépôt de travaux, je peux définir quel type de travaux je souhaite que les étudiants déposent sur la plateforme. Par défaut, ils peuvent déposer tout type de travaux, mais je peux, si je le souhaite, restreindre à certains formats de fichiers, etc. Donc je vais le paramétrer ici. Je vais pouvoir avoir aussi des options
sur la phase d'évaluation des étudiants. Est-ce que je souhaite que les travaux évalués soient anonymes ou non? Donc je peux, par défaut, c'est anonyme, mais je peux lever l'anonymat. Je peux aussi lever l'anonymat, et là, ça va être plus intéressant pour les enseignants. Donc je vais dire que oui, les enseignants, eux, peuvent voir le nom des personnes qui déposent un travail. Comme ça, ils ont le travail, mais aussi le nom du groupe ou de la personne qui a déposé ce travail. C'est généralement le cas d'usage qui est appliqué. Cette option est activée. Voilà, et je peux gérer comme ça les options sur chacune des phases. Et les options de la phase de résultat, j'en parlais tout à l'heure, qu'est-ce que je souhaite masquer ou rendre visible aux étudiants? Est-ce que je veux qu'ils puissent consulter la note, les feedbacks qu'ils ont reçus, le détail des notes, etc. Et ici, les fameuses pondérations sur chacune des phases d'évaluation. Donc, est-ce que je souhaite que la note des étudiants ait le même poids que la note des enseignants? Si ce n'est pas le cas, par exemple, je peux mettre voilà, un coefficient de 3 pour les enseignants et la note de l'enseignant vaudra pour 3 fois plus que la note d'un étudiant. Donc, vous allez pouvoir gérer tout ça ici directement sur la plateforme. On va passer aux évaluateurs. Donc, comment vont être évalués les étudiants ici directement? Donc, par défaut, vous allez pouvoir définir le nombre de travaux simplement que chaque étudiant doit évaluer. Vous n'avez pas besoin de dire ben, telle personne doit évaluer tel groupe. Si vous souhaitez que ça soit automatique, vous pouvez simplement définir le nombre de travaux à évaluer ici. Pareil pour les enseignants, vous pouvez définir un nombre de travaux différents. Donc, si vous souhaitez que les enseignants évaluent tous les travaux, ben, vous allez mettre le nombre de groupes qui participent. Mais si vous souhaitez qu'ils évaluent que la moitié, ben, si j'ai 10 groupes, vous mettez 5 ici. Si j'ai deux enseignants, eh ben, chaque enseignant se verra attribuer automatiquement 5 groupes. Voilà, vous n'avez pas à faire cette distribution un petit peu manuelle des travaux à évaluer. Mais vous pouvez le faire si besoin. Si vous souhaitez que spécifiquement certains enseignants évaluent certains groupes, c'est possible. Ici, vous avez aussi des options d'attribution manuelle ici. Et du moment qu'on a des enseignants inscrits, moi j'en ai pas inscrit ici dans mon exemple, mais du moment qu'on a des enseignants inscrits, on peut affecter des travaux à certains enseignants pour dire, ben voilà, je veux que cet enseignant évalue spécifiquement les travaux de ces groupes-là, ce groupe-là, ce groupe-là, etc. Donc voilà, la flexibilité de l'attribution automatique, mais aussi la robustesse de l'attribution manuelle. Comme je disais, il y a un petit peu d'IA aussi. Vous pouvez l'activer si votre école a pris l'option. Vous pouvez activer de l'assistance IA pour les participants. C'est bien pour les participants. Donc, pour permettre aux étudiants d'être accompagnés dans la façon dont on donne un feedback ou pour recevoir une synthèse de toutes les évaluations qu'ils ont reçues. Donc, ça se passe ici. Et une fois que vous avez paramétré ces étapes, voilà, c'est terminé. Vous pouvez directement publier votre challenge ou passer en mode aperçu pour voir un petit peu côté étudiant comment ça va se présenter, côté même enseignant, parce que les enseignants participeront. Donc vous pouvez cliquer ici pour voir un petit peu comment ça se présente. Ah, voilà, du coup j'ai fait voilà, un rapide tour de la façon dont vous pouvez créer ce type d'évaluation sur la plateforme. Euh, voilà, ça m'a pris à peu près 10 minutes, donc c'est bien ça, je suis dans les temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement, je suis disponible, que ce soit maintenant, si vous souhaitez ouvrir votre micro, ou par mail directement à l'adresse coach@challengeme.online. Vous pouvez tout à fait nous contacter et on se fera un plaisir de vous répondre directement à cette adresse. Est-ce que tout est clair pour vous? C'était extrêmement clair. Merci beaucoup, Florent. Parfait, Parfait. merci beaucoup. Parfait, merci. Peut-être à la semaine prochaine pour le dernier webinar. Et je vous souhaite un bon appétit et une bonne après-midi. Merci beaucoup, bonne journée à Merci, tous. bonne journée. Merci. Au revoir.